Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Donald Trump évacué après des tirs lors du gala annuel des correspondants de la Maison-Blanche à Washington. Une soirée de chaos. On en sait plus sur le profil du tireur. La sécurité du président américain pose question. Notre correspondante Sonia Dridi y était. L'émotion après un tragique accident de la route dans la Marne. 4 jeunes garçons âgés de 16 à 19 ans sont morts. Leur véhicule s'est encastré contre un arbre sur une route départementale. Ces Français qui jouent les shérifs, justiciers à la limite de la loi, dans la rue ou sur Internet, ils traquent les escrocs qui souvent finissent par craquer ou être interpellés. C'est l'enquête du 20h. Les voitures de demain, vous n'avez encore rien vu. Toutes les innovations sont présentées au plus grand salon de l'automobile du monde à Pékin. Voitures volantes, voitures dansantes, toutes sont électriques. Et puis, ils veulent la peau de nos bistrots. Les coffee shops, leur nombre explose en France. On en compte 2200, presque le double d'il y a 15 ans. Nous analyserons les raisons de leur succès. Donald Trump s'est donc à nouveau retrouvé au milieu d'une scène de chaos au cours d'un des événements les plus mondains de la vie politique américaine. Des coups de feu ont retenti au dîner annuel des journalistes accrédités à la Maison-Blanche. Le président a vite été évacué. Antoine Bourdarias avec notre correspondante à Washington, Sonia Dridi, qui assistait au gala. Il est environ 20h30 hier soir. L'entrée vient d'être servie lorsque les coups de feu retentissent. À la table du président, pas de réaction. Ce magicien continue son tour. Puis l'angoisse sur le visage de la première dame. Dans la salle, les convives situés près de l'entrée sont les premiers à comprendre qu'une attaque est en cours. Attrapé par les épaules, le vice-président J.D. Vance évacué manu militari. Quelques secondes plus tard, Donald Trump est lui aussi pris en charge par le Secret Service. Dans la précipitation, il trébuche avant de sortir de la salle. Sur la chaîne parlementaire américaine, où la scène est diffusée en direct, le commentateur reste sans voix. On comprend que des coups de feu ont été tirés pendant le dîner. Et dans l'Assemblée, essentiellement composée de journalistes, poussez-vous de là! La confusion est totale. Certains convives se jettent à terre. Baissez-vous, baissez-vous. Notre correspondante à Washington était présente dans la salle. On était tous sous l'état parce qu'on a entendu ce qui ressemblait à des tirs. Et je vois là des membres de l'administration partir. Comme le ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr. Et ici, le secrétaire d'État à la Défense, escorté à leur tour par les services de sécurité. Et il change de tir. Dans les couloirs de l'hôtel, Attention. le chaos s'installe. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Une fois en sécurité, c'est le président lui-même qui publie les toutes premières images de l'attaque. Sur la gauche, on voit l'assaillant courir à toute vitesse à travers les contrôles de sécurité. Plusieurs agents se retournent, dégainent leurs armes. L'homme est maîtrisé avant d'avoir pu rentrer dans la salle du dîner. Encore une fois, c'est Donald Trump qui publie sur les réseaux sociaux cette photo du suspect au sol après son arrestation. Dans la soirée, il a aussi tenu une conférence de presse pour livrer les premiers éléments de l'enquête. Un homme a foncé sur les contrôles de sécurité. Il avait plusieurs armes et il a été neutralisé par quelques membres très courageux du Secret Service qui ont agi très rapidement. Autour de l'hôtel, un important dispositif de sécurité boucle le quartier. Les centaines d'invités en tenue de soirée sont à leur tour évacués. Ils nous racontent l'angoisse, la panique lorsqu'ils ont entendu les coups de feu. On a entendu boum boum boum. Au fond de la salle, on a tout de suite compris. Et c'est là que j'étais placée. J'ai eu peur, évidemment. On a beaucoup attendu, jusqu'à ce qu'ils commencent à nous dire de partir. D'après les autorités, aucune personnalité ni aucun invité n'a été blessé dans l'attaque. Un membre des forces de l'ordre s'est fait tirer dessus. Il a été protégé par son gilet pare-balles. Et partons tout de suite à Washington, retrouver notre correspondante Sonia Dridi. Sonia, vous assistiez à cette soirée de gala. Racontez-nous ce que vous avez vécu.
Eh bien, le dîner venait tout juste de commencer. Les invités étaient en train de manger leurs entrées. Il y avait une musique d'ambiance quand tout d'un coup, nous avons entendu ces coups de feu. J'en ai entendu 3. On a vu des agents des services secrets débouler dans la salle. Ils nous ont dit de rester à terre et donc beaucoup d'entre nous, se sont mis sous ces tables. Certains, comme moi, se sont protégés avec des chaises parce qu'on ne savait pas ce qu'il se passait. Il y avait beaucoup de confusion. On ne savait pas s'il y avait un ou des tireurs qui avaient fait intrusion dans la salle. Au bout de quelques minutes, on est plusieurs à avoir contacté nos proches parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Il y avait une ambiance glaçante. Et puis, autre moment surréaliste, lorsque, après le choc, eh bien, Donald Trump a annoncé cette conférence de presse ici à la Maison-Blanche. Et donc, on est beaucoup à s'être précipité en tenue de gala dans la salle de presse de la Maison-Blanche. Merci beaucoup, Sonia. Du côté de l'enquête, un homme considéré comme le seul suspect a été interpellé. Il comparaîtra demain devant la justice, mais on en sait déjà plus ce soir sur son profil. Âgé de 31 ans, il vivait en Californie et aurait décrit ses motivations dans un manifeste. Elena Despaturo et Vanni Christophe. Il habitait dans cette maison, actuellement fouillée par la police. Mais que sait-on vraiment du suspect ? Cole Thomas Allen, américain de 31 ans, ingénieur et développeur de jeux vidéo, inconnu des services de police. Sur son CV, de nombreux prix d'excellence. Comment ce professeur en informatique, élu employé du mois en décembre 2024, en est-il arrivé là ? Cet après-midi, Donald Trump a livré quelques informations à la chaîne américaine Fox News. Qualifié de loup solitaire, le suspect aurait écrit un manuscrit anti-chrétien avant l'attaque. Lorsque vous lisez son manifeste, il déteste les chrétiens. C'était un homme très perturbé. Dans ce texte cité par certains médias américains, il y tiendrait des propos anti-Trump et affirme vouloir cibler des membres de la Maison-Blanche. Les agents du FBI ont épluché sa maison dans la banlieue de Los Angeles, où il vivait avec ses parents. Selon Fox News, il détenait plusieurs armes et s'entraînait au tir. Avait-il prémédité son acte ? Selon la police, il avait réservé une chambre dans l'hôtel où se tenait le gala. Pour leur hospitaliser, le tireur présumé comparaîtra demain devant la justice américaine. Ce n'est pas la première fois qu'un président des États-Unis se retrouve au milieu d'une fusillade. Alors les Américains sont plus désabusés que choqués, avec en tête le souvenir de Ronald Reagan qui en 1981 avait été ciblé devant le même hôtel que celui de la nuit dernière. Nos correspondantes Justine Jankowski et Armelle Exposito. Ce matin, devant l'hôtel Hilton, une poignée de journalistes, quelques curieux. On est juste arrivé hier, on a vu les infos. Mais plus aucune trace de l'attaque. Les Américains que nous rencontrons sont déjà résignés. Malheureusement, ce n'est pas si surprenant dans ce pays. Il y a tellement d'armes en circulation. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Trudy Cushing dormait dans l'hôtel à quelques dizaines de mètres du tireur. Elle dénonce un manque de sécurité. Moi-même, j'aurais pu entrer avec une arme. Il ne vérifie rien. On vit une époque terrifiante où à tout moment on doit se jeter sous la table pour se protéger d'un tireur. Une société qui semble de plus en plus divisée, où les attaques contre le président américain se multiplient. C'est la 5e fois en 10 ans que Donald Trump est visé par un homme armé. Évidemment, l'attaque fait la une de tous les journaux, comme celle du Washington Post, mais aussi, vous le voyez, cette couverture du New York Post avec cette photo pleine page du suspect arrêté. Ce marchand de journaux se situe à une rue seulement du lieu de l'attaque. On ne savait même pas si on allait pouvoir ouvrir aujourd'hui. Des clients m'ont écrit pour me demander « Est-ce que tout va bien chez vous ?» Pour Stephen Botta, qui tient la boutique depuis 25 ans, c'est la politique clivante de Donald Trump qui dérange. Il n'y a pas un jour sans qu'on parle de lui. Il fait bouger les choses. Il déterre les cadavres et ça énerve beaucoup de gens. Ce soir, en revanche, un consensus. Qu'importent les convictions politiques, tous condamnent cette attaque. Et parmi les questions qui animent les Américains ce soir, celle de la sécurité d'un tel événement. Comment expliquer qu'un homme aussi armé ait pu accéder au lieu où étaient réunis le président des États-Unis et toute son administration, d'autant que Donald Trump a déjà échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Laszlo Gelabert et Domiti Cava.
Lorsque le tireur force le point de contrôle, cet agent, en bas à gauche, est le premier à réagir. Ses collègues dégainent alors leurs armes et arrêtent l'intrus. Comment un homme armé et équipé de 2 couteaux a-t-il pu s'approcher de Donald Trump, l'un des hommes les plus protégés de la planète? Un scandale pour certaines personnalités américaines. Cet échec des protocoles de sécurité les plus élémentaires, aussi inexplicable qu'inexcusable, exige une enquête immédiate. Y a-t-il eu une faille de sécurité au Washington Hilton? Un hôtel de 12 étages aux 1200 chambres. L'assaillant a été arrêté ici sur un point de contrôle à côté d'un escalier menant à la salle du prestigieux dîner. Entouré par des agents du FBI et des détecteurs de métaux. L'entrée de la salle était bien contrôlée. En revanche, l'accès au reste de l'hôtel était libre. Comme tous les clients, le tireur n'était donc pas très éloigné du gratin de la presse américaine. Et plus surprenant, des 2 personnes les plus importantes du pays, le vice-président J.D. Vance et le président de la première puissance mondiale, Donald Trump. Dès les premiers coups de feu, la procédure est claire. 2 hommes du Secret Service doivent évacuer le vice-président d'un côté. Un agent se met immédiatement en place devant Donald Trump pour faire bouclier. Il est bientôt secondé par des collègues lourdement armés. Vous avez des agents qui ont pour objectif de regarder autour ou dans la direction où ses collègues vont se diriger avec le président. D'autres qui font bloc, qui protègent de leur corps le président des États-Unis. La nuit dernière, la procédure d'exfiltration a bien été respectée. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump est visé par une tentative d'assassinat. Juillet 2024, alors candidat à l'élection présidentielle, il est touché à l'oreille en plein meeting. 2 mois plus tard, nouvelle tentative, déjouée par les agents du Secret Service, alors que Donald Trump jouait tranquillement sur son parcours de golf. Emmanuel Macron a réagi. L'attaque armée visant hier soir le président des États-Unis est inacceptable. La violence n'a jamais sa place en démocratie. J'adresse à Donald Trump tout mon soutien. Dans l'actualité également, ce tragique accident de voiture dans la Marne. 4 jeunes garçons âgés de 16 à 19 ans sont morts. Leur véhicule s'est encastré contre un arbre sur une route départementale hier soir. Le conducteur âgé de 17 ans avait son permis. On ignore encore ce qui a provoqué la sortie de route. Sur place, Stéphane Leproux et Charlotte Lefettet. Voici l'état dans lequel les secours ont retrouvé la voiture juste après l'impact. Disloquée, encastrée contre cet arbre. De quoi se figurer immédiatement la violence du choc. À bord du véhicule, 4 jeunes garçons de 16 à 19 ans, tous décédés sur le coup. 3 d'entre eux, 2 frères et l'un de leurs amis, vivaient ici, à Aulnay-Lettres, 200 habitants. Yann les connaissait très bien. J'ai appris ça à 20h30, donc je suis descendu voir les familles aussitôt, mais c'était un moment très dur. Le sentiment, c'est une boule au ventre, c'est de se dire qu'il y a 4 vies gâchées de gamins et puis qu'on les reverra plus, quoi. Bon. Les habitants nous racontent ici que les jeunes rentraient d'un festival de vieilles voitures. Il leur restait à parcourir une vingtaine de kilomètres avant de rentrer chez eux. Moi, j'ai pas dormi de la nuit, hein. Je me mets à la place des parents. Hein. Puis même, avec ça, c'est... Là, j'ai du mal à en parler et ça me retourne. Hein. Ça devrait pas arriver, des choses comme ça. Hein. L'accident a eu lieu vers 18h30 hier, selon les pompiers, sur cette route départementale de la Marne. Ce matin, demeuraient encore à l'endroit de l'accident des restes de sièges, de vitres, de ceintures de sécurité, même des morceaux de moteur projetés à 60 mètres de là. Le conducteur de la voiture avait 17 ans et venait d'avoir son permis il y a tout juste une semaine, selon des proches des familles. Lui habitait cet autre village voisin. On pense bien à ces familles. C'est même plus que de la peine. C'est même plus que de la peine. C'est un drame, et à l'intérieur de soi, je vous dis, tout le monde vous dira que des parents, on ne fait jamais le deuil d'un enfant. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie de Châlons-en-Champagne. Les causes de l'accident restent à ce stade à déterminer. Il s'agit notamment de comprendre ce qui a pu provoquer la sortie de route. D'après la procureure, il n'y a pas eu de témoin direct des faits. Des prélèvements d'alcool et de stupéfiants sont en cours d'analyse.
C'est un petit morceau de carton qui vaut aujourd'hui de l'or. En Dordogne, un amateur de cartes Pokémon, célèbre jeu vidéo japonais, s'est fait voler une bonne partie de sa collection. Montant du butin, 300 000 €. L'un de ses agresseurs était armé. Une enquête a été ouverte. Yoël Chambon, Nicolas Forestier. Mike est encore sous le choc. Il me braque une arme dessus. Il me demande de reculer, de me mettre au sol face contre terre. Il me scotche les mains et les pieds, il met un plaid sur la tête pour pas que je puisse voir ce qui se passe. Un braquage à main armée, pas pour des bijoux ou de l'argent liquide, mais pour des cartes de jeu Pokémon. Produit dérivé d'un dessin animé japonais, elle s'arrache aujourd'hui dans le monde entier. Dans cette pièce, il y en avait des milliers. Montant estimé du vol, 300 000 €. Et du coup, c'est ici que tout s'est passé, quoi. Ils ont tout pris, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient dans cette pièce. J'ai des charges qui vont arriver que je ne pourrai pas payer, donc je vais certainement devoir liquider la société. Depuis 5 ans, Mike est spécialisé dans la revente de ses cartes en ligne. Je mets en 10 secondes, 5 de relance, c'est parti, les amis. Première reine de glace, allez. Obligé d'avoir des cartes chez lui pour les montrer et les envoyer aux acheteurs, il ne pouvait pas les conserver dans un coffre à la banque. On est clairement obligé de s'exposer un minimum pour pouvoir travailler. Et forcément, il y a toujours des gens mal intentionnés qui vont profiter de ça. Une enquête est en cours pour retrouver les braqueurs. Voici l'un d'entre eux photographié par le système d'alarme de la maison. Sans numéro de série, les cartes, elles, sont intraçables. Elles peuvent être revendues sur Internet en France ou à l'étranger. Ces dernières années, les cambriolages se sont multipliés partout dans le monde. À Bordeaux, ce magasin s'est équipé contre les vols. Après, on va avoir les caméras, donc en plus avec des logiciels, avec les IA justement pour détecter ce genre de mouvement de « hop, je mets quelque chose dans ma poche » et un bouton de détresse. Comme dans une bijouterie, les cartes les plus chères, jusqu'à 200 € l'unité, sont placées dans cette vitrine fermée à clé. Comment mettre en avant son produit, mais tout en restant en sécurité. Donc c'est vrai que la vitrine, ça reste le meilleur compromis. Le prix de ces cartes peut s'envoler, de 20 centimes à plusieurs millions d'euros pour les exemplaires les plus rares. En février dernier, lors d'une vente aux enchères aux États-Unis, cette carte, la plus chère du monde, a été vendue pour plus de 13 millions d'euros. En pleine flambée des prix des carburants, cette alerte du patron de Total Energy n'est pas passée inaperçue. Patrick Pouyanné a estimé que la France risquait la pénurie d'ici 2 ou 3 mois si la situation ne se débloquait pas dans le détroit d'Ormuz. Faux, lui a vite rétorqué Emmanuel Macron. Alors qui dit vrai? Joe Sacal, David Salmon et Fabrice Hamzel. D'un côté, les propos peu rassurants du patron de Total Energy. Si ça dure 2 ou 3 mois de plus, on entrera dans une ère de pénurie énergétique. Et quelques heures plus tard, la réponse du chef de l'État. Aujourd'hui, la situation ne nous fait envisager aucune pénurie. Alors, qui faut-il croire? Y aura-t-il bientôt en France une pénurie de carburant? Malgré quelques ruptures ponctuelles, la plupart des stations restent approvisionnées. Mais pas de quoi rassurer tous les automobilistes à l'approche de l'été. Ça va être compliqué et pour travailler et pour partir en vacances. S'il y a une pénurie, on n'a pas le choix, c'est annulation. La France est peu dépendante du Moyen-Orient. Environ 10% de notre pétrole en provient. Mais les pays asiatiques, qui eux manquent déjà de carburant, pourraient rapidement nous faire concurrence. Si vous avez un pétrole qui est indisponible pendant un certain temps, tous les pays vont chercher à s'approvisionner ailleurs, et notamment chez les pays qui sont aujourd'hui les principaux fournisseurs de la France. Et ça sera au plus offrant de récupérer ce pétrole-là. En cas de problème d'approvisionnement, quels stocks sont disponibles? Aujourd'hui, l'État dispose de 90 jours de réserve stratégique pour prévenir toute pénurie. Mais cela pourrait être plus compliqué pour les avions, car pour le kérosène, la France est davantage dépendante des pays du Golfe. Il y a déjà des vols qui sont annulés, donc je pense qu'on est en train de déjà avoir un avant-goût de ce qui pourrait être le cas si les conflits perdurent. Contacté, Transavia nous indique avoir annulé certains vols pour les mois de mai et de juin afin d'économiser son carburant. À 1 an de la présidentielle, les dates des 2 tours ont beau ne pas encore avoir été fixées. Certains ont déjà des fourmis dans les jambes. À gauche comme à droite, on ne compte plus les intentions et les déclarations de candidature. 2027 semble devenu une immense boutique. Reste à savoir si l'électeur a déjà envie d'acheter. Thibaut Petit, Lucas Lassalle et Antoine Boulet. Dans cette partie pour 2027, il y a déjà beaucoup de joueurs.
Ceux qui sont officiellement déclarés, ceux qui attendent le bon moment pour l'annoncer et ceux qui laissent planer le doute. Nous avons recensé une quarantaine de candidats à l'Élysée. Je suis candidate. J'ai pris la décision d'être candidat. Je me sens capable. Il y a un combat à mener. Quand vous voyez tous ces candidats, ça vous inspire quoi? N'importe quoi. Il y a un moment, il faut qu'ils se mettent d'accord entre eux. C'est ça le problème, c'est des histoires d'ego. Moi qui m'y connais pas, je suis perdu quoi. Ça donne pas une belle image de la politique, je trouve. À gauche, peu de doute sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon, mais autour de lui, beaucoup de concurrents. Certains sont déjà bien lancés, comme François Ruffin, en meeting hier à Lyon. Il nous reste 351 jours pour déjouer les pronostics. Lui prend de l'avance, alors même que la famille socialiste et leurs alliés n'ont toujours pas de candidat officiel. Et pourtant, il n'en manque pas. Jérôme Guedj, déjà déclaré, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve se dit prêt, François Hollande se prépare. Mais à la fin, il n'en restera qu'un. À la fin de l'année, les sondages auront une valeur assez indicative. Il y aura une sélection qui s'opérera. Dans la famille recomposée du centre et de la droite aussi, les candidatures jugées intempestives commencent à agacer. On n'est pas loin d'avoir plus de candidats que d'électeurs dans le pays. Alors pourquoi autant de prétendants à la fonction présidentielle? Dire je suis candidat, ça veut dire j'existe, je suis invité dans les médias, je développe des idées, dans le meilleur des cas, et donc je pèse. Mais en coulisses, certains manœuvrent pour éviter une dispersion des voix. Gabriel Attal et Édouard Philippe ont passé un accord secret. Le principe, c'est de jouer la concurrence entre les deux jusqu'à fin 2026, puis de permettre de rassembler autour du meilleur en 2027. Tous sur la ligne de départ, mais combien à l'arrivée? En 2002, ils étaient 16 candidats officiels. Record à battre. Et quels que soient les candidats sur la ligne de départ, le thème de la sécurité figurera en bonne place dans la campagne. Une tendance émerge d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Des Français qui, pour venir en aide aux forces de l'ordre, interviennent à leur place quand des gens se font arnaquer dans la rue ou sur Internet. Certains n'hésitent pas à employer la force. C'est l'enquête du 20h, signée Baptiste Guénet, Clément Bier et Gilles Parot. Dans les couloirs, les rames du métro, un simple citoyen traque les pickpockets. Là, elle est en train de voler sous son sac avec sa main droite. Attention les pickpockets, pickpockets. Attention les pickpockets. Pourquoi vous voyez les gens? Dans les lieux fréquentés de la capitale, ils perturbent les scammers, comprenez les escrocs, comme ces joueurs de Bonto. Observez bien comment il va cacher la balle dans sa main. Un célèbre attrape-touriste. Encore une fois, on vient d'assister à un scam en direct. Une famille qui vient de se faire dépouiller 300 €. Il y a rien. Il a caché la balle ici, là, sa main. Ce soir. C'est de l'escroquerie, ça. Arrêtez d'escroquer les gens. Je ne pas arrêter jamais. Même après, je ne pas arrêter. Christian s'est mis à chasser les délinquants et à diffuser les images sur Internet après avoir été lui-même victime d'un vol. Je joue pas. C'est scam, bro. Et ça marche, chaque vidéo est vue plusieurs centaines de milliers de fois, même si pour l'instant, courir après les escrocs n'est qu'un job à mi-temps. Moi, je suis gestionnaire de paye, je travaille dans une association de service à la personne à mi-temps. Donc ça me permet de m'en sortir. J'essaie juste de faire de la prévention, mais je ne vis pas encore de ça. J'aimerais bien. Nous l'avons suivi lors de l'un de ses tournages. Au pied de la tour Eiffel, Christian repère ce groupe de femmes. Elles se font passer pour les membres d'une association et tentent de soutirer de l'argent. Une altercation commence. Les femmes se veulent menaçantes. Et avant qu'elles ne quittent les lieux, Christian les asperge d'un spray malodorant. Là, tu sens bon, là. C'est un spray puant que j'utilise pour les emmerder. En gros, une fois je les pulvérise, ça reste toute la journée sur eux. Au moins pour cette journée-là, les touristes ils ont un peu de chance de ne pas se faire arnaquer. Face à des escrocs agressifs, voire violents, il ne rend jamais les coups, assure-t-il. Et est toujours protégé par un garde du corps. Mais la loi française ne l'autorise pas non plus à malmener les délinquants présumés ou à les asperger de peinture ou de mauvaises odeurs. Cela peut être considéré comme une agression. Moi, j'essaie de rester le plus dans la légalité possible. Et s'ils portent plainte, ils sont en tort de toute façon. Donc là, on aura 2 procès du coup. Moi, si je vais porter plainte pour agression. Pour l'instant, il assure n'avoir jamais été inquiété. C'est lui par les forces de l'ordre. Plutôt félicité même. Comme on peut le voir dans cet extrait où il participe à l'arrestation de l'un de ses agresseurs.
C'est sympa. Bravo. Alors que certains citoyens traquent les escrocs et voleurs dans la rue, d'autres les chassent sur Internet. Comme Sento, lui, a arrêté ses études pour se consacrer exclusivement à cette activité. J'allais dire avant de me faire... Lors de live quotidiens, il se fait passer pour une victime auprès d'arnaqueurs en tout genre et les fait tourner en bourrique. Mon nom, c'est la mère. Grâce à l'intelligence artificielle. Et mon prénom, c'est Michel. Il peut troquer sa voix La mère Michel. contre celle d'un grand-père, par exemple. Ici, un escroc pense avoir pris le contrôle sur son ordinateur et avoir accédé à ses comptes bancaires pour se faire des virements. En réalité, le compte n'existe pas. Tout cela est un leurre. C'est pas la peine, monsieur. Donc on va arrêter tout. D'accord. On l'entend plus. Ben non, parce qu'elle a raccroché. Ça pourrait être ma grand-mère, ça pourrait être mon grand-père, mes parents. Je veux que ça ne se passe pas. Moi, mon but, il est là, c'est vraiment de décortiquer les méthodes et les partager au plus grand nombre sur les réseaux sociaux. Il a fait fermer plusieurs sites frauduleux et certains éléments qu'il a pu récolter ont même servi aux enquêteurs lors d'une affaire pénale. Sento a également développé cette application gratuite pour filtrer les appels malveillants. Et il a rejoint une association dont l'objectif n'est pas la chasse aux escrocs, mais plutôt d'écouter et d'aider leurs victimes. Parmi les membres, d'autres streamers, comme Leslie, la fondatrice. Je suis apparue dans un reportage sur une chaîne française. J'ai été contactée par un tsunami de victimes, littéralement. Je n'arrivais plus à répondre aux victimes. Et c'est comme ça que l'idée a germé dans ma tête. S'unir face à des escrocs disposant d'outils de plus en plus sophistiqués, notamment l'intelligence artificielle, est une nécessité. L'année dernière, les services de sécurité ont recensé 550 000 victimes d'escroqueries et d'arnaques en tout genre. Partons maintenant en Chine, à Pékin, où se déroule en ce moment le plus grand salon de l'automobile du monde. Plus de 1400 véhicules étalés sur 380 000 mètres carrés, l'équivalent de 50 terrains de football. On y trouve la crème de l'innovation en matière d'électrique, mais aussi des choses un peu plus farfelues. Élise Kosemac et Emmanuel Billard. Bienvenue dans un monde où la voiture ne se contente plus de rouler. Elle peut vous montrer ses premiers pas de danse et la souplesse de ses suspensions. Peut-être pourrez-vous aussi vous lier d'amitié avec la voiture du futur, capable grâce à ce boîtier de vous parler. Regardez. Salut. Bonjour. Comment ça va? Je suis dans un bon état d'esprit. Oh mon Dieu, j'adore. Grâce à l'intelligence artificielle, ce robot détecte les émotions. Il peut par exemple tenter de vous consoler après une mauvaise journée. Ce petit boîtier intelligent est conçu pour devenir un nouveau membre de la famille. Il s'appelle Keryu. Il est même capable d'identifier la personne qui lui parle. La voiture du futur pourra-t-elle aussi allier carrosserie vintage ou détonnante et technologie de pointe? Peut-être, si l'on en croit cette carrosserie 100% en moumoute. Mais pas sûr qu'elle ait un avenir, en pleine intempérie. Ce qui semble impressionner toujours autant, ce sont ces voitures volantes, dont on parle depuis quelques années. La nouveauté cette fois, c'est que de nouvelles marques se lancent sur le marché et veulent d'ici 2027 en faire des taxis volants. Mais s'il y a bien un secteur sur lequel les pros de l'innovation s'affrontent le plus, c'est celui de la batterie électrique. Notre technologie permet de recharger la batterie en 6 minutes. En général, les batteries se rechargent plus lentement par temps froid, mais notre technologie permet une recharge rapide, même à moins 30 degrés. La batterie rechargeable en quelques minutes, ce n'est donc plus de la fiction. Certains modèles de voitures vendus en France peuvent déjà se recharger presque intégralement en une vingtaine de minutes. Bonsoir François. Bonsoir Audrey. Alors comment expliquer que la Chine soit devenue à ce point la place centrale de l'innovation automobile? Vous vous souvenez Audrey de ce proverbe chinois? Mieux vaut apprendre à pêcher que donner du poisson. Et c'est exactement ce que l'Occident a fait en transférant sa technologie automobile à Pékin il y a 30 ans. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont les Chinois qui possèdent les chalutiers. La Chine est devenue le marché de référence mondial pour la voiture, par la taille, 34 millions de véhicules vendus en 2025, mais surtout par la qualité. Les voitures chinoises possèdent des innovations, on vient de le voir, que les Européens peinent à égaler, avec des prix 30 à 40% inférieurs. Là-bas, même les ingénieurs font les 3-8. Conséquence, la part de marché des Occidentaux en Chine s'effondre. Elle est passée de 64% en 2020 à 32% aujourd'hui.
Pour survivre, nos constructeurs en sont réduits à copier les Chinois, leurs inventions, leur organisation ultra efficace. Ils s'associent avec eux, Stellantis avec Leapmotor, Renault avec Geely. Certains envisagent d'ouvrir leur capital aux Chinois pour accéder aux technologies de batterie à très grande autonomie et de logiciels embarqués et les utiliser en Europe. Stellantis devrait même produire dans ses propres usines européennes en sous-capacité des véhicules chinois. La Chine était naguère l'atelier du monde. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui est en passe d'être l'atelier de la Chine. Merci beaucoup François. Et comme on le sait, l'habit ne fait pas le moine. Vous recevez une créatrice de shampoing c'était facile. Kelly Massol, fondatrice à succès de la marque Les Secrets de Loli. Elle est entrepreneuse de grande qualité. De folie, oui. Elle est l'invitée de votre podcast. Pourquoi faire compliqué? Rendez-vous sur TF1+, TF1 Info, YouTube et toutes les plateformes. Merci beaucoup. C'est un mot que vous avez forcément entendu. Le cadmium, ce métal lourd, dangereux pour la santé, est présent dans de nombreux aliments du quotidien comme le pain ou les pâtes. On estime qu'un adulte sur 2 est exposé à des niveaux préoccupants. Pour expliquer le mécanisme de cette bombe sanitaire, nous avons soumis des Français à des tests de dépistage. Tiffaine Leproux, Mathieu Haut et Marine Der. Ah, le petit déjeuner. Ces charmantes viennoiseries, son pain moelleux ou ces croustillantes céréales pour enfants. Et avec tout cela, vous reprendrez bien un peu de cadmium? Non, je ne vous parle pas d'un nom de confiture, mais d'un métal lourd, dangereux pour la santé, présent dans de nombreux produits alimentaires du quotidien. À base de blé, biscuits, pâtisseries ou même pâtes, mais aussi dans le riz, les pommes de terre ou le chocolat. Nous, les Français, y sommes tout particulièrement exposés. Et vous êtes une dizaine à avoir accepté pour notre reportage de vous faire dépister. Donc on va réaliser une analyse de dosage du cadmium urinaire. Rendez-vous dans ce laboratoire spécialisé à Marseille. Adultes, adolescents, enfants, l'échantillon va de la fille de Cécile, 4 ans et demi, à Vanou, 78 ans. À mon âge respectable, j'ai dû accumuler beaucoup de toxiques. Donc si on peut faire le point. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à... Au revoir. 24 heures plus tard, verdict. Personne n'est épargné. Tous les participants ont du cadmium dans leurs urines. Alors là, c'est à 0,33. Pour le quart d'entre eux, la concentration indique 80% de risque supplémentaire de développer des maladies cardiovasculaires. Donc là, je vais pouvoir vous rendre vos comptes rendus avec les taux. Et une personne, Vanou, la doyenne de l'échantillon, excède largement le seuil d'alerte fixé par l'Agence de sécurité sanitaire. Je ne m'y attendais pas parce que j'avais l'impression d'avoir une vie correcte. Une surexposition augmente le risque de troubles rénaux, osseux, de cancer. D'après Santé publique France, tenez-vous bien, près d'un adulte sur 2 dépasse ce seuil critique en France. Et c'est le cas de près d'un enfant sur 5. Car même tout petits, ils sont exposés par l'alimentation. Ce médecin alerte depuis des années. La contamination des enfants, de nos enfants, est 3 à 4 fois supérieure à nos voisins allemands, américains. Donc, j'allais dire, il y a une génération qui va partir avec un handicap. Comment expliquer cette surexposition? Surtout, comment ce métal lourd peut-il se retrouver dans notre alimentation? La réponse se trouve simplement là où poussent nos aliments, dans les terres agricoles. Le cadmium y est naturellement présent du fait de la dégradation de la roche. Mais ce sont aussi nos activités humaines qui participent à contaminer les sols. La combustion du charbon au 19e et 20e siècle, l'industrie métallurgique ou même la poussière issue de l'usure des pneus de nos voitures, tout cela a émis ou continue d'émettre du cadmium dans l'air qui se dépose et s'accumule dans les sols avant d'être absorbé par nos céréales et nos légumes. Ça, c'est l'engrais. Et puis, il y a ce qu'on appelle les engrais phosphatés. Cet agriculteur, comme beaucoup d'autres, en utilise pour apporter du phosphore au sol, indispensable à la croissance de ses pommes de terre. On va planter une dizaine d'hectares aujourd'hui. Ces engrais sont principalement importés du Maroc, où ils sont extraits de roches riches en cadmium. Voilà qui contribue aussi à polluer les sols. Le gouvernement promet d'agir pour faire baisser leur teneur en cadmium, mais en attendant, notre agriculteur a une autre solution. En 10 ans, il a divisé par 2 son utilisation d'engrais. Il travaille moins ses sols. Donc vous voyez, là il y a un ver de terre. Ils sont plus vivants et donc moins gourmands en engrais. Ça concourt à améliorer l'efficience de l'engrais et à réduire
les quantités de cadmium possiblement dans les aliments. Nous, on essaye de faire notre part. Et pour ce qui est du cadmium déjà présent dans les terres, que faire? Dépolluer? Les recherches sont balbutiantes. Non, ces scientifiques de l'INRAE ont une autre piste. Dénicher des variétés, de blé en l'occurrence, qui naturellement absorbent moins de cadmium dans leurs grains. Celle-ci accumule 2 à 3 fois plus de cadmium que celle-ci. Si vous fabriquez des pâtes avec ce grain de blé-là, ce sera 2 à 3 fois plus contaminé qu'avec ce blé-là. Depuis 2010, avec l'utilisation progressive de variétés qui sont faiblement accumulatrices, le niveau de cadmium dans les récoltes de blé dur a baissé de 30%. Au quotidien, nous pouvons agir en variant notre alimentation. Intégrer d'autres farines comme le sarrasin, le seigle, des légumineuses, des fruits. Ils contiennent moins de cadmium. Les produits bio seraient aussi moins contaminés. Sachez enfin que le tabac est une source supplémentaire d'imprégnation au cadmium. Ils ont conquis vos pauses café l'après-midi. Les coffee shops pullulent en ville. Leur nombre a doublé en 15 ans, au point que certains y voient une concurrence sérieuse au bon vieux bistrot. Mais rassurez-vous, vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas. Didier Piereschi, David Bordier et Bichente Akala. Ces dernières années, vous découvrez de nouvelles enseignes, de nouveaux mots. Point commun entre toutes ces nouveautés, le café, précisément les coffee shops. Sont-ils en train de remplacer les bistrots dans le cœur des Français? Vous êtes plutôt bistrot-café ou coffee shop? Coffee shop plutôt. Plutôt bistrot-café. Pourquoi? Parce que c'est convivial. Parce que c'est la vie. Moi, coffee shop. Pourquoi? C'est meilleur. Un coffee shop, c'est ça. On y consomme du café, des viennoiseries, mais surtout pas d'alcool. Tiens, Guillaume, si tu veux envoyer ça. Mathilde a ouvert il y a 5 ans avec son associé. Ici, tout est bio et la gamme de prix assez élevée. 4,20 € pour l'apple masqué, un chausson aux pommes. 2,60 € pour un pain au raisin. Pour le café, cela peut aller de 2 à 15 € la tasse. C'est juste parce qu'on achète des cafés qui coûtent très cher et qu'on va manipuler avec énormément d'engagement sur la recherche d'équilibre. C'est plus une sélection pour le goût et pour l'expérience qu'on veut vivre. Aujourd'hui, le nombre d'établissements explose. 2200, presque le double d'il y a 15 ans. Le concept attire aussi les franchises. Ça va, Marita? Salut, ça va? Leur force, une gamme de boissons nouvelles, gourmandes, qui n'ont de café que le nom. S'y ajoute de la crème, de la chantilly, de la sauce. Cette enseigne regroupe une 50aine de cafés. Moi, j'aime bien l'endroit, j'aime bien le personnel et puis je trouve qu'il y a des créations un petit peu originales avec des nouveaux parfums de temps en temps et ça me plaît bien. La dernière grande tendance qui a marché de feu de Dieu, c'est le matcha. Mais en fait, il faut toujours se renouveler. Par exemple, nous, tous les 2 mois, on a une boisson du moment. Et voilà, mesdames. Comptez 5 à 7 € pour ces cafés améliorés. Appréciés par une clientèle ce jour-là plutôt variée. Mais le plus souvent, elle est composée de jeunes, diplômés, et souvent connecté. Je travaille de chez moi d'habitude, mais tous les mercredis, j'aime bien travailler d'ici pour avoir un peu plus d'animation et changer un peu le contexte. Le concept peut-il concurrencer les bistrots alors que la clientèle est différente? On cherche le calme au coffee shop, tandis qu'au bar, on se retrouve volontiers à plusieurs, autour d'une table, pour discuter. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Merci. La diversité des gens, des générations et des milieux. C'est plus la vie de quartier. Ah, il y a une âme, oui. Ici, en tout cas, ça fait vraiment vivre la place, ça fait vivre le quartier. Chez les bistrotiers, cette flambée des coffee shops ne passe pas inaperçue. Du coup, beaucoup ont adapté leur offre. Avant, tu venais ici que pour un simple expresso au coin du comptoir. Et maintenant, tu vas devoir décliner ton café avec des lattés, des cappuccinos, du matcha. Les bars évoluent et les boulangeries s'y mettent. Mais attention, la réussite n'est pas toujours au rendez-vous, surtout pour les indépendants. Une étude récente révèle que 40% des coffee shops ne sont pas rentables. Parce qu'en fait, les volumes sont insuffisants. Le chiffre d'affaires au mètre carré d'un coffee shop est beaucoup plus faible que dans la boulangerie, par exemple, ou dans la restauration rapide. D'après cette même étude, le secteur des coffee shops arrivera à saturation d'ici 2 ans. C'est une actrice mythique du cinéma mondial, de retour dans l'un de ses rôles les plus populaires. Meryl Streep retrouve la légendaire Miranda Priestly dans la suite du Diable s'habille en Prada, en salle mercredi. Alors comment a-t-elle abordé ce rôle 20 ans après le premier opus? Elle s'est confiée à Sophie de Vessières et Juliette Robichon.
Elle est élégante et puissante. Elle dirige un magazine de mode international et elle est odieuse. Miranda, j'ai failli attendre. Miranda Priestly, personnage culte, et son assistante sont de retour 20 ans après le premier opus du Diable s'habille en Prada. Souvenez-vous, en 2006, le public s'était régalé de voir Anna Hathaway se faire maltraiter au cinéma par Meryl Streep. Et vous n'avez aucun style, aucun sens de la mode? Eh bien, je crois que ça dépend de ce que vous entendez. Non. C'était pas une question. Le succès du premier tient beaucoup à Anna Hathaway. Son innocence, sa fraîcheur, son optimisme et la façon dont elle pénètre dans l'antre du lion, totalement inconsciente. La partie amusante du film, c'est le carnage. La façon dont elle va se faire dévorer par cette femme lionne. Bonjour. Tiens, regardez un peu ce que l'armée du salut nous ramène. Pardon. Qui est-ce? Vous la connaissez? Je la connais? Je suis Andy Sachs. Dans ce nouvel opus, l'assistante est de retour et essuie le même mépris. Mais elle est devenue rédactrice en chef et doit faire face aux nouveaux défis qui menacent la presse, notamment les réseaux sociaux. Moi, je n'ai qu'à prendre mon mal en patience jusqu'à votre échec. Prenez plutôt le métro, ma chère. Miranda Priestly, cassante, mais défendue becs et ongles par son interprète. Elle doit faire marcher un business. Et aujourd'hui, tous les gens qui gèrent ce genre de grosses entreprises sont malmenés. Alors ils font ce qu'ils peuvent pour continuer. Voici la personne qui a inspiré le Diable s'habille en Prada. Anna Wintour, ancienne rédactrice en chef de Vogue. Après s'être tenue à distance, elle a accepté de venir à l'avant-première du film. Elle a même avoué aimer Miranda Priestly. Meryl Streep l'a rendue définitivement iconique. Dans un instant sur LCI, Canal 15, édition spéciale après l'attaque d'hier soir à Washington. Demain, dès 7h, bonjour. Maud Descamps recevra Michel-Édouard Leclerc. À 13h, Marie-Sophie Lacaro. À 20h, Gilles Boulot. Vendredi, Anne-Claire Coudray. Je vous retrouve dimanche dans le portrait de 7 à 8. Très bonne soirée à tous. À dimanche.